Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Gekanou rend hommage au patriarche Abdoulaye Diallo, ancien compagnon de Houphouët-Boigny. Une cérémonie aux allures de fête nationale qui a mobilisé des délégations venues de plusieurs régions. Le président de la République, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et d'autres personnalités ont fait le déplacement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly inaugure l'usine de luxiviation en cuve. Sa construction a coûté 280 milliards de francs CFA à la société minière d'Iti. Un investissement qui vient accroître sa production qui passe de 2 à 6 tonnes l'année. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant visite les bénéficiaires du programme national de resocialisation et de réinsertion des enfants vulnérables. Les enfants exerçant dans la mécanique, la soudure ou encore la couture dans la commune de Yopougon ont été encouragés, ainsi que les formateurs par la ministre Bakayoko Liramata. Les 2 otages français libérés par les forces spéciales dans le nord du Burkina Faso au prix de la mort de 2 militaires sont rentrés ce samedi en France. Avant leur retour dans leur pays, ils ont été reçus par le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore. 11 mai 1981, un jour inoubliable pour les fondus de reggae. L'icône de cette musique, Bob Marley, de son vrai nom, Robert Nesta Marley, s'éteint. Il quitte la scène, mais 38 ans après son décès, il continue de faire parler de lui à travers ses œuvres. Et justement, ce soir, dans la page culture, nous parlerons du reggae popularisé par Bob Marley. Quelle est l'histoire du reggae? Quelle évolution et quel impact? Nous avons invité l'artiste ivoirien Kadim. Bonsoir Kadim. Bonsoir. Alors, vous êtes reggaeman et vous avez à votre actif plus de 7 albums. Exactement. Alors, que représente le 11 mai pour les férus du reggae comme vous? Moment de deuil ou de célébration de l'amour, l'un des thèmes phares justement abordés par l'icône du reggae Bob Marley. On va dire que les Rastas ne célèbrent pas la mort, mais valorisent plutôt l'action de paix, d'amour et d'unité que le reggae tente à soutenir, et puis l'engagement fort au niveau social et humanitaire de cette musique. Donc le 11 mai, c'est un jour justement pour mettre en exergue toutes les valeurs du reggae, toute la force et la puissance de cette musique à travers le monde. Et justement, le reggae prône des valeurs. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Kadim. À tout à l'heure. Vous restez pour le moment avec nous. On va prendre la direction de Gekanou, où un hommage a été rendu ce samedi 11 mai au patriarche Abdoulaye Diallo, ancien compagnon du Houphouët-Boigny. L'événement, vous allez le voir, a mobilisé la participation de plusieurs délégations. Le président de la République, Alassane Ouattara, et des membres du gouvernement y ont pris part. Abdoulaye Diallo a développé la commune de Gekanou avec la construction de plusieurs hôtels, écoles et hôpitaux. Viviane Aimé. Ce fut, comme l'ont voulu ses organisateurs, une cérémonie d'hommage au patriarche Abdoulaye Diallo de son vivant. Bâtisseur de la ville de Gekanou, réputé homme de paix et de rassemblement, à l'image du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, dont il fut un fidèle et l'homme de confiance. Sa stature au plan national et la présence du président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, ce samedi 11 mai à Gekanou, pour lui signifier leur estime, ont donné à l'événement du jour un caractère national. Des délégations sont venues de toutes les régions du pays. Même l'opposition politique a tenu à marquer son estime à l'endroit du patriarche. L'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo, le président du PDCI Henri Konan Bédié, ont tous commis des personnes pour les représenter à cette cérémonie. Sur la grande place publique de Gekanou, baptisée place Alassane Ouattara, plus de 900 chefs traditionnels venus des différentes localités du pays baoulé et de la Marawi, et la présence charismatique de la reine de Sakassou, reine des Baoulés, Nana Akwa Boni II. Les danses coutumières sacrées et emblématiques du terroir baoulé, et Gouro, le Zaouli et le Goli de Konan Kokolekro ont été sortis pour l'occasion. Plusieurs interventions sont venues saluer les nombreuses actions de développement posées par le patriarche Abdoulaye Diallo. Les intervenants n'ont pu s'empêcher de souligner une similarité entre le patriarche et son cadet, le président Alassane Ouattara.
Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous traduire toute la profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour l'honneur que vous faites en acceptant d'être le patron de cette cérémonie d'hommage à votre frère, que vous appelez communément tous les jours grand frère, Abdoulaye. Votre doyen, le patriarche, l'artisan de la paix, le bâtisseur, que tout Djekano appelle Baba Diallo. Votre présence en ce lieu témoigne de l'élan de solidarité et de fraternité avec la famille Diallo depuis le temps du président, notre père Félix Houphouët-Boigny. Soyez infiniment remerciés. À Djekanou, notre piédestal s'appelle Abdoulaye Diallo, le pilier sur lequel on s'appuie pour affronter les difficultés. C'est pour cela que ses enfants, ses amis et la population comme un seul homme ont décidé de façon unanime de le célébrer et de le magnifier, en somme de lui rendre témoignage à travers ces journées d'hommage. Mesdames, Messieurs, la vie est éphémère. Ce qui demeure, ce sont les idées, c'est aussi l'inspiration, mais surtout l'amour. Notre doyen a su insuffler l'inspiration qui a consisté, de par sa volonté et ses idées, à faire sortir jadis la bourgade nommée Koto Kwassikro en une ville futuriste appelée Djekanou, résolument tournée vers la modernité. Ce jour, dis-je, est une grâce, puisque les enfants Diallo et les populations de Djekanou et de Toumoudi ont décidé de rendre hommage à leur père, à notre père, le bâtisseur de Djekanou, un fidèle parmi les fidèles du président Félix Houphouët-Boigny. Et parmi ces fidèles, vous êtes, Excellence, Monsieur le Président de la République, un des piliers les plus illustres, une des mémoires certaines de la Côte d'Ivoire moderne. Diallo m'a bien recommandé de ne pas omettre de dire, et je cite, « Merci à Dominique ». Je cite exactement ce qu'il a dit. Merci à Dominique, qui ne manque aucune occasion de lui manifester son affection en l'appelant mon grand frère Abdoulaye. Madame la Première Dame, Moni Ballet et Sielike. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont été spécialement honorés au travers de nombreux présents offerts par la reine des Baoulés et par les populations de Djekanou et les cadres RHDP du centre de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a offert en retour 2 véhicules de type 4x4 destinés à l'administration préfectorale, plus 35 millions de francs, dont 20 millions de francs aux chefs traditionnels qui ont effectué le déplacement. Et par-dessus tout, un beau témoignage de son estime à l'égard du patriarche Abdoulaye Diallo. En février 1990, à 6 heures du matin, mon téléphone a sonné et on m'a informé que le président Houphouët m'avait laissé le message que le Grumman 4, piloté par le général Abdoulaye Coulibaly, venait de décoller d'Abidjan pour venir à Dakar et qui me demandait de me rendre urgemment à Abidjan avant midi ce samedi. Et je suis arrivé à Abidjan. C'était un moment de tristesse. La ville était complètement déserte. Personne dans les rues. Et le Grumman 4 m'amène au GATL et qui m'accueille à ma descente d'avion, c'était le doyen Abdoulaye Diallo. Oui, qui m'a dit, petit frère, le président m'a demandé de venir te chercher. Et il était au volant de sa voiture lui-même. Parce que
En ce moment-là, il ne fallait surtout pas se faire voir dans une grosse voiture ou dans une voiture de qualité. Et il a pris le risque de m'amener à la résidence du président Houphouët en février 1990. Et nous sommes arrivés, je vais taire le reste de notre rencontre, et c'était un moment douloureux pour ce que le père de la nation venait de vivre. Et c'est dès cette période qu'il m'avait d'ailleurs demandé d'être Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'aurai l'occasion de publier mes mémoires sur l'ensemble de ces rencontres quand j'aurai terminé ma fonction. Le président Houphouët a donné tout à la Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le doyen Abdoulaye Diallo a donné beaucoup au président Houphouët et à la Côte d'Ivoire. Et merci Baba Diallo. À plus de 90 ans aujourd'hui, le patriarche Abdoulaye Diallo a passé le flambeau de premier magistrat de Djekanou à une nouvelle génération incarnée par son fils Ibrahim Diallo, maire élu à l'unanimité par les populations de Djekanou pour poursuivre l'œuvre de développement de leur ville. Et je vous propose à présent quelques réactions à l'issue de cette cérémonie d'hommage au patriarche Abdoulaye Diallo. C'est illustré par d'abord son dynamisme, son engagement et sa fidélité au président Houphouët-Boigny, dont il a suivi les traces tout le temps. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, un homme reconnaissant, est venu avec toute son équipe gouvernementale pour rendre hommage à ce grand monsieur qui a le cœur ouvert, qui est très généreux et qui a travaillé non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour sa localité. Quand on voit ce qui a été cité comme réalisation de Papa Diallo ici à Djekanou, on ne peut qu'en être fier. Beaucoup de cadres, en même temps que lui, étaient aussi à des avant-postes, avec des moyens, mais n'ont pas réalisé dans leur ville un hôpital, un foyer de jeunes, une sous-préfecture, un collège. Il était particulier. C'est quelqu'un qui avait une haute idée de développement. Pour nous, la nouvelle génération, il était important que nous puissions travailler sur cette journée, mais surtout être présents pour témoigner, n'est-ce pas, de l'action sociale qu'il a menée, mais au-delà de l'action sociale, en tant qu'un bâtisseur, mais montrer à la face de la Côte d'Ivoire l'exemple et le message qu'il donne autour de plusieurs éléments. D'abord le dialogue, la réconciliation, la paix, qui sont des enseignements de l'oufoutisme. Et nous voulons célébrer Papa Abdoulaye Diallo et à travers Djekanou, nous lançons un appel à toute la Côte d'Ivoire pour que Djekanou, qui a eu cet homme de paix, qui est aujourd'hui l'expression de l'oufoutisme vivant, Djekanou partage avec la Côte d'Ivoire tout entière cet espoir de paix, de réconciliation et de stabilité. Le vieux a vécu et il vit pour la population de la région du Bélier. Le vieux s'est mis au service de la population de la région du Bélier. Et en dehors de la population du Bélier, il s'est mis au service de toute la Côte d'Ivoire. Le vieux, c'est une icône vivante. Aujourd'hui, nous voyons tous ce qu'il a fait, ce qu'il a posé comme œuvre, des hôpitaux, les représentations administratives, département, le préfet est là, le sous-préfet est là, tous les directeurs départementaux sont ici. Alors aujourd'hui, si cette population reconnaît le bienfait de ce papa et qui veut l'honorer, je dis qu'il mérite plus que cela. Et je voudrais dire qu'il représente plus que cela parce que le président de la République, le premier magistrat de notre nation, est lui-même présent. Je dis que je suis plus qu'heureux. Il a fait de Djekanou une ville. C'était un village. Il a fait de Djekanou une ville. Et pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a bâti, vraiment nous ne pouvons que lui dire merci.
merci et lui souhaiter une très longue vie. Abdoulaye Diallo, c'est l'homme de paix, la vraie paix, l'homme de développement, l'homme de vie, l'homme de santé, l'homme qui héberge tous les étrangers dans sa domaine à Djekanou ici. Abdoulaye Diallo a été un serviteur fidèle du président Houphouët-Boigny et nous qui sommes des Oufouettistes, il était normal que nous participons avec près de 1200 chefs baoulés qui sont venus nous accompagner, avec des chefs qui sont venus des autres régions de la Côte d'Ivoire pour venir donc témoigner toute la reconnaissance à ce fidèle compagnon d'Houphouët-Boigny, qui est Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, Houphouët-Boigny qui est un homme de cohésion. Et c'est cette paix que nous recherchons et que le président Alassane Ouattara s'évertue tous les jours à cultiver pour que la Côte d'Ivoire puisse donc se développer, pour que les Ivoiriens puissent connaître un mieux-être. Je l'annonçais dans le titre, la société minière d'Ity a investi 280 milliards de francs CFA pour la construction d'une usine de lixiviation en cuve. Un investissement qui vient accroître sa production qui passe de 2 à 6 tonnes l'année. La nouvelle usine a été inaugurée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il rassure les investisseurs des dispositions prises par le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires. Mamadou Kwasi. 280 milliards de francs CFA. C'est l'investissement effectué par la société minière d'Ity pour la construction de son usine de lixiviation de cuves, une infrastructure pour accroître sa production avec de nouvelles réserves minières. Sur la période à venir d'au moins 15 ans, l'usine va ainsi produire au total 70 tonnes d'or, à comparer aux 42 tonnes produites depuis 1991. La production annuelle devrait se situer entre 5 et 6 tonnes, soit plus de 2 fois supérieure au record de production historique de la SMI. La commercialisation de cette production devrait générer pour l'État de Côte d'Ivoire plus de 150 milliards de francs CFA au titre d'impôts et de taxes et près de 9 milliards de francs CFA au titre des fonds de développement communautaire de Ity et de Daapleu. Cette nouvelle usine va créer 1000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Une situation qui réjouit le président du conseil régional de Tonkoui, qui salue l'aspect de la société minière d'Ity dans le développement des villages riverains. L'inauguration de cette deuxième usine de Ity se fait dans le contexte d'une attente forte des jeunes en matière d'emploi et de besoins de développement dans la région. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, pour tout ce qui sera fait pour l'emploi et l'auto-emploi des jeunes des villages riverains et ceux des régions du Tonkoui et du Cavali. L'industrie minière en Côte d'Ivoire connaît une croissance considérable selon le ministre des Mines et de la Géologie. Jean-Claude Kwasi soutient que ces résultats sont les fruits des réformes entreprises par le gouvernement. Notre objectif, faire passer la contribution du secteur minier à au moins 4% du produit intérieur brut à l'horizon 2020. Nous avons choisi à cet égard d'être les fers de lance du combat engagé pour une industrie minière durable, rentable, performante et respectueuse de l'environnement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly salue cet investissement du secteur privé. Il rassure que le gouvernement consent au quotidien des efforts en vue de favoriser les investissements privés. Amadou Gon Coulibaly indique que l'industrie minière occupe une place importante dans la nouvelle politique de développement de la Côte d'Ivoire. Si le sol ivoirien a permis à notre agriculture pendant des décennies d'être le moteur de notre économie, la richesse quantitative et qualitative de notre sous-sol doit nous permettre d'accélérer notre développement économique et social, à condition que nous nous donnions les moyens de les exploiter de façon durable. C'est pourquoi le gouvernement a, dès 2011, réformé le cadre juridique dans le but d'adapter le secteur minier aux exigences nouvelles. Cette réforme met l'accent sur la préservation de l'environnement et de l'écosystème, l'accroissement des revenus de l'État, le développement des communautés impactées par les exploitations, la garantie aux opérateurs privés d'une meilleure rentabilité de leur exploitation minière. Le Premier ministre a aussi exhorté la population à maintenir le climat de paix dans les régions du Cavali et du Tonkoui afin de favoriser les investissements. Endeavour Manait veut, avec ses mines d'Ity, de Daapleu et d'Agbaou, se positionner comme le principal producteur d'or en Côte d'Ivoire. C'est en 1991 que la société minière d'Ity,
dans la région du Tokpi, a effectué sa première coulée d'or. Elle devient aujourd'hui la plus vieille de toutes les industries minières en activité en Côte d'Ivoire. Et justement, notre pays peut espérer donc avoir une très bonne place dans le classement des pays producteurs d'or en Afrique avec les réformes entreprises dans le secteur minier. Pour le moment, c'est le Ghana qui occupe la meilleure place. Le pays est désormais le premier pays producteur d'or du continent selon un rapport de la Banque mondiale. Le secteur en pleine expansion bénéficie d'un environnement propice aux affaires. Le Ghana détrône ainsi l'Afrique du Sud qui occupe la 3e place continentale. Les explications avec Adama Koni. Le fauteuil de leader dans la production d'or change de locataire. Avec 158 tonnes extraites de ses mines, le Ghana est le premier pays africain producteur d'or selon la Banque mondiale. Le pays confirme ainsi son ancienne appellation de Gold Coast et rafle la première place à l'Afrique du Sud, dont le sous-sol s'essouffle. La production aurifère ghanéenne a haussé de 15% par rapport à 2017 et paradoxe, ce sont les entreprises sud-africaines qui tirent cette croissance devant les sociétés américaines et canadiennes. L'embellie du secteur au Ghana est le fait de l'assainissement de son environnement. Les opérateurs illégaux chinois et russes ont dû abandonner leurs activités à la suite d'une réorganisation de la filière. Les spécialistes prédisent même de beaux jours pour la production aurifère ghanéenne, le sous-sol n'ayant pas livré tout son potentiel. Nous partons maintenant pour Yopougon où la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant visitait les bénéficiaires du programme national de resocialisation, de réinsertion des enfants vulnérables. Les enfants exerçant dans la mécanique, la soudure ou encore la couture dans cette commune de Yopougon ont été encouragés ainsi que les formateurs par la ministre Bakayoko Liramata. Le reportage de Salima Toudia. Sorti de la rue où il menait des pratiques non conformes à la loi, Aboulaye est aujourd'hui apprenti dans un atelier de soudure. Ce mineur a d'abord bénéficié de 6 mois de resocialisation en Bayakro, ainsi que 521 autres enfants grâce au programme de resocialisation et de réinsertion des enfants vulnérables. Ce vendredi 10 mai, 7 enfants ont reçu la visite du ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Nous avons vu des enfants qui ont reconnu qu'ils avaient pris la mauvaise voie, qu'ils étaient allés dans la rue, mais qui, de par leur volonté même, qui ont accepté d'aller au centre de resocialisation de Bayakro. En 2018, le bilan a été fait, il y avait 521 enfants et nous avons pu avoir 350 enfants qui sont vraiment resocialisés et réinsérés. Liramata Bakayoko les a rassurés de l'engagement du gouvernement à travers sa politique sociale. Ça m'encourage de continuer mon travail. On a serré les dents, il y a du miel au bout. On a serré les dents, on a vu, c'est vraiment du miel. Et on a pris ce miel, on a porté ce miel. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont donné la force de faire cela. À présent, le programme prend en compte garçons et filles âgés entre 9 et 25 ans ayant dévié ou en voie de déviation, constituant une menace pour la sécurité des populations. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, est aussi à l'écoute de la jeunesse. Il vient de rencontrer le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Des échanges qui ont porté essentiellement sur le fonctionnement de l'instance Hermance Zérignon Ouattara Walter. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, réaffirme son engagement pour la cohésion sociale entre les filles et fils du pays. L'épanouissement des jeunes à travers le développement de la Côte d'Ivoire fait également partie des ambitions du CNJCI. Quand vous êtes dans un pays et que le gouvernement a eu une initiative d'insertion de plus de 500 000 jeunes sur les 2 ans, vous, en tant que premier responsable de la jeunesse, c'est vous qui êtes le plus heureux. Mais qu'est-ce que vous faites? Alors, notre rôle, c'est de déjà mobiliser l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire à bénéficier de ce programme, de cette initiative. À la salle de conférence de la CNPS, située dans la commune du Plateau, ces ambitions ont été exprimées lors d'une rencontre accordée au Conseil national des jeunes par le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Au nombre de 122 représentants, délégués départementaux, régionaux, issus des districts, sont venus de toute la Côte d'Ivoire. À l'écoute de leurs préoccupations, le ministre Mamadou Touré a promis appuyer le CNJCI. Cela va passer par la prise d'un nouveau texte qui va régir le Conseil national des jeunes, qui va régler définitivement les problèmes de conflit avec les autres fêtières. J'ai aussi annoncé que
la subvention qui était donc accordée au Conseil national des jeunes, qui était de 70 millions, va passer à 100 millions de francs CFA pour leur permettre donc de mieux s'organiser. Et nous allons créer le lien avec les régions pour que, au niveau régional et départemental, l'activité des conseils nationaux des jeunes soit prise en compte. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est une fêtière des associations et organisations non gouvernementales de jeunesse du pays. Triste décor à la casse de Koumassi. Le ministre de l'Artisanat s'est rendu sur le site incendié de cette casse dans le quartier de Bia Sud hier vendredi. Sidiki Konaté est venu exprimer la compassion du gouvernement après ce drame qui a fait de nombreux dégâts matériels. Il leur a annoncé qu'un espace sera aménagé pour accueillir les artisans. Je vous propose d'écouter le ministre Sidiki Konaté au micro de Salima Toudia. Il s'agit donc de venir d'abord présenter nos solidarités aux artisans en ce mois de Ramadan. C'est des business qui viennent de partir en fumée. C'est leurs activités, c'est leur vie. Ici aussi, des jeunes se formaient à l'emploi. Donc, c'est près de 1500 à 2000 artisans qui sont laissés dans la nature. Donc, nous avons fait le constat. Nous avons présenté la solidarité du gouvernement. Le Premier ministre nous a instruit de trouver des sites permanents pour les artisans. Et depuis plusieurs mois, nous sommes à la quête de sites qui vont être achetés par l'État, qui vont être viabilisés, construits de façon moderne en prenant toutes les garanties de sûreté et de sécurité pour que désormais les artisans, ferrailleurs, mécaniciens et autres aient des sites permanents à eux, à Abidjan. Parce que c'est à Abidjan qu'on a ces problèmes de sites. Je vous propose de faire maintenant escale dans la sous-préfecture de Ouragayo, dans la région de Gagnoa. Cette sous-préfecture, vous allez le voir, est en chantier. La sous-préfecture va bénéficier de 4 km de bitume, une première pour cette localité érigée en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1961. Les travaux démarrent en octobre prochain, comme nous le rapporte Abou Sanogo. La sous-préfecture de Ouragayo, dans la région du Go, dans le département de Gagnoa, va bénéficier de 4 km de bitume. De l'artère principale allant du marché à la sous-préfecture et des connexes. Les travaux débutés il y a moins d'un an sont en phase de finition. Pour se rendre compte de l'avancement des travaux, le député de Ouragayo, Bayota, Dayepakei, Abel Djouri, accompagné de la chefferie traditionnelle et des cadres de la région, se sont rendus sur les différents chantiers. La voie même en question est subdivisée sur 10 axes. On commence sur l'intersection de la voie qui quitte Gagnoa pour aller sur Saint-Fra, pour venir jusqu'au niveau de la sous-préfecture, qui vient en 2 fois 2 voies. Et à partir de la sous-préfecture, pour aller jusqu'au niveau de l'hôpital, ça va à 1 fois 2 voies. Pour eux, ce don de l'État de Côte d'Ivoire va améliorer qualitativement le quotidien des populations. L'ouvrage va apporter un épanouissement heureux dans la population de Ouragayo. À aucun moment on n'y est pensé, donc nous vivons une réalité. Et je crois que c'est le début du commencement. Ouragayo va changer d'allure avec ce bitumage, puisque la route va précéder le développement. J'ai vu Ouragayo hier, et ce que je vois aujourd'hui, c'est comme dans un rêve, mais c'est la réalité. Nous vivons la réalité. Ouragayo en un laps de temps, depuis le passage du Premier ministre, est devenu ville. Quand le président Ouattara promet, il fait. À mi-parcours, nous constatons l'effectivité de la réalisation des travaux et les parents sont contents. Dans peu de temps, nos parents, qui sont déjà heureux de ce que les choses se réalisent, nous, leurs enfants, qui sommes heureux de ce que le bitume est en train de devenir une réalité, vont fêter avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec tout le gouvernement, l'avènement du goudron à Ouragayo. La sous-préfecture de Ouragayo prépare en ce moment une cérémonie d'hommage et de remerciement au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa vision de développement de la Côte d'Ivoire en général et de la sous-préfecture de Ouragayo en particulier. Ouragayo a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 1961. Hors de la Côte d'Ivoire, les 2 otages français libérés par les forces spéciales dans le nord du Burkina Faso au prix de la mort de 2 militaires sont rentrés ce samedi en France où ils ont été accueillis par le président Emmanuel Macron. Mais avant leur retour dans leur pays, ils ont été reçus par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Ils étaient accompagnés de l'ex-otage sud-coréenne. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h.
Une bibliothèque pour mieux comprendre le reggae, c'est une volonté que vient de concrétiser Tikendia Fakoli. L'artiste ivoirien vient de doter sa radio basée à Yopougon d'une bibliothèque exclusivement consacrée à la musique et à la philosophie reggae. On en sait plus avec Serge Kolia. Une bibliothèque du reggae pour s'imprégner de la philosophie et des convictions des grands noms de cette musique venus de la Jamaïque. Pour la visiter, il faut tout simplement se rendre à la radio libre Fakoli, la voix des sans-voix, créée en 2017 par la star ivoirienne Tikendia Fakoli. Nous avons beaucoup de jeunes qui veulent suivre nos traces et c'est important qu'ils sachent comment le reggae a été créé, où le reggae a été créé et le rôle que joue le reggae. Et dans la bibliothèque, nous aurons aussi des livres qui parlent de nos héros, les Kwame Nkrumah, les Frank Fanon, les Nelson Mandela, parce que moi je suis un panafricaniste convaincu. Tikendia Fakoli a également donné un aperçu de son nouvel album intitulé « Le monde est chaud ». Les titres de l'album sont aussi engagés que les autres. Le titre principal c'est « Le monde est chaud » qui parle de l'environnement, et il y a aussi des titres qui parlent de l'esclavage en Libye. Il y a d'autres titres qui conseillent les jeunes, qui leur disent là-bas c'est pas le paradis, ici c'est le continent de l'avenir. Et puis je leur dis aussi que nous n'avons pas à fuir ce continent. Après la sortie de son dernier album, l'auteur de Manger Grassi lance une tournée internationale. La reggae star va sillonner plusieurs pays du monde pour porter le flambeau du reggae Médine Côte d'Ivoire. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, Kadim. Oui. Alors, vous venez de voir cette bibliothèque pour mieux comprendre le reggae, une initiative de Tikendia. Une très belle initiative, il faut le dire, parce que le reggae est une musique qui apporte du sens et de la signification. Et quiconque veut apporter du sens et de la signification est obligé lui-même de s'armer de sens et de signification. Et c'est dans ce sens-là que je peux dire que cette bibliothèque va apporter, on va dire, sûrement à tous les jeunes de la commune de Yopougon, mais aussi à tous les jeunes d'Abidjan tout court, parce que c'est le moyen le plus sûr d'acquérir de la connaissance. De la parole à l'acte, sinon de la chanson à l'acte, oui, avec Tikendia. Vous connaissez le reggae, vous connaissez le côté revendicateur du reggae. À un moment donné, les gens commencent à se demander, à part critiquer, que faites-vous? Donc, de plus en plus, vous verrez des acteurs du reggae eux-mêmes en action pour essayer de joindre l'acte à la parole. Et vous-même, vous joignez l'acte à la parole, vous menez plusieurs actions sociales. Oui, parce que vous êtes reggaeman ou bien c'est parce que vous avez ce désir de le faire? On va dire qu'à la base, il y a ce souci de partager, mais dans l'esprit Rasta, le partage et l'engagement social est super important. Donc à travers l'ONG Nglobakan, on travaille à l'éducation et à la vaccination de nombreux enfants, avec aussi l'ONG Mboado avec laquelle on travaille dans les prisons pour essayer d'humaniser un peu nos prisons et offrir de meilleures conditions de détention à nos frères qui y sont. Voilà. D'accord, donc vous ne chantez pas seulement. Alors nous allons parler justement reggae à l'occasion du 38e anniversaire du décès de Bob Marley, qui est l'ambassadeur du reggae. Dites-nous, Kadim, d'où vient le reggae et que signifie ce thème? Il y en a qui parlent de régular. Pour d'autres, le reggae viendrait d'un jeu en Jamaïque. Voilà, il y a diverses versions, mais il faut dire que le reggae naît d'une longue maturation. C'est une musique qui, à la base, est partie du mento, qui était le rythme qui existait là-bas en Jamaïque. Il faut dire que la proximité de la Jamaïque avec les États-Unis a fait que dans les années 50 et 60, les Jamaïcains étaient gavés de rhythm and blues. Et c'est à la suite on va dire, du mélange des rythmes locaux et du rhythm and blues qu'est né le ska, qui était beaucoup plus saccadé, beaucoup plus rapide. Ensuite, on est passé au rocksteady et du rocksteady au reggae qui est un peu plus chaloupé. Et donc, c'est vraiment un long processus. On va dire que c'est un savant cocktail qui plaît au monde entier aujourd'hui. Donc, ce sont les racines musicales du reggae. Exactement. Alors, reggae, c'est quoi? Régular? Ça signifie quoi? La première personne qui a prononcé le thème de reggae, c'est le chanteur Toots Hibbert, qui avait une chanson
d'où de reggae. Ça n'a pas une signification particulière. Il y a diverses versions. D'autres parlent de reggae à cause du rythme justement répétitif et du reggae, mais ça n'a pas une signification particulière à ce que je sache. D'accord. Alors, personnage mythique, Bob Marley a inspiré plusieurs chanteurs, notamment Alpha Blondy, Kayim aussi. Bien sûr, parce que Bob Marley, c'est l'exemple suprême. Il est celui qui démontre qu'on peut partir de son petit ghetto et, à force de travail, atteindre le Gotha. Et c'est un exemple de travail, c'est un exemple aussi d'engagement. Et tous ceux qui veulent s'engager dans la voie de la musique, pas seulement dans le reggae, ont en Bob Marley un excellent exemple parce que sa vie n'a pas été facile, mais à force de travail et de persévérance, il est arrivé à faire connaître sa petite île de 2 millions d'habitants au monde entier. Et il a vendu plus de 200 millions d'albums. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces chansons? L'amour, la rédemption, la libération des peuples africains qu'il véhiculait? Il y a un peu de tout ça, mais il y a aussi le caractère indémodable même des chansons de Bob Marley. On écoute des chansons de Bob aujourd'hui, on a l'impression qu'elles ont été écrites aujourd'hui parce que c'est des chansons qui sont empreintes de toute la sagesse populaire jamaïcaine, qui sont empreintes de tous les récits bibliques, parce qu'il faut dire que la Bible est une des grandes sources d'inspiration de Robert Nesta Marley. Et puis, c'est aussi le fait que son message est écuménique. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, animiste, le message de Bob Marley arrive à vous toucher. Et c'est ce qui fait aussi que cette musique-là va au-delà de toutes les frontières. D'accord. Alors, vous disiez tantôt, le reggae est à l'origine un mouvement musical de contestation. Est-ce encore le cas aujourd'hui? C'est encore le cas. Bon, à la base, on va dire que le reggae était la musique des Rastas. Mais aujourd'hui, tous ceux qui pratiquent du reggae ne sont pas des Rastas. Parce que cette musique s'est popularisée et il y a diverses déclinaisons même de cette musique-là. Et puis, tous ceux qui viennent au reggae ne viennent pas avec les motivations des Rastas. Alors, donc, quelle est la différence? Dites-nous, parce que quand on vous écoute, qui dit reggae n'est pas forcément Rasta. Non, même quelle est la différence? Rasta, c'est une spiritualité. Les Jamaïcains disent c'est une livity, c'est-à-dire c'est une façon de vivre. Reggae, c'est juste la musique. Et dans le reggae, on trouve de tout. On trouve même du reggae, pas avec des paroles conscientes. On appelle ça le slackness. On trouve du reggae avec des paroles grossières, comme on peut trouver dans certaines musiques. On trouve un peu de tout. Ceux qui ne connaissent pas véritablement cette musique pensent qu'il n'y a que le côté revendicatif. Mais il y a des chansons d'amour, il y en a qui sont inscrits un peu à la Rollo Iglesias dans un registre carrément romantique. Il y a ceux qui font des chansons de contestation et il y a ceux qui font la chronique du quotidien, tout simplement. D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec ceux qui disent que retirer le Rasta du reggae, c'est lui enlever son âme? Je ne serais pas si radical. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre l'exemple de Bob Marley, il n'appartient plus qu'au Rasta, Bob Marley. Il appartient à l'humanité tout entière parce qu'il a impacté... L'UNESCO même Voilà. L'UNESCO a reconnu l'impact Le reggae est devenu un patrimoine mondial de l'humanité grâce à Bob Marley. L'impact positif de cette musique sur les peuples à travers son message de paix, d'amour, d'unité, à travers son engagement social, à travers aussi son engagement dans la libération des peuples et son engagement dans toutes les luttes contre les formes d'oppression, on va dire. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Quand on sait que, là, je sais que vous attendiez à cette question, quand on sait que le règlement lui-même n'est pas toujours bien vu, on décrit souvent votre aspect, votre lien avec l'herbe, je n'ai pas envie de citer. Non, mais vous savez aussi bien que moi que nous vivons dans un monde où les gens sont plus préoccupés par ce que vous avez sur votre tête que par ce que vous avez dans votre tête. Et donc, tous ceux qui sont... remplis de préjugés, de surdétermination, véhiculent un certain nombre de choses sur les Rastas et le reggae. Mais il ne faut pas oublier aussi que le reggae est né dans un contexte difficile parce que c'était l'époque presque pratiquement coloniale où la Jamaïque était gouvernée encore par des colons et les Rastas étaient les premiers contestataires. Donc les diaboliser faisait partie de la stratégie. Et étant donné que c'est ceux-là qui ont produit les ouvrages et les articles de journaux qui ont alimenté les mentalités, ne soyez pas étonnés que cette image-là circule. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont suffisamment armés pour se rendre compte qu'on ne peut pas réduire les Rastas à ces détails folkloriques. Voilà. D'accord. Alors, vous prenez des valeurs, on l'a entendu, et une philosophie avec le reggae.
Alors, dites-nous quelle est cette philosophie et qu'est-ce que vous comptez changer avec cette musique de reggae dans notre vie de tous les jours? La première force, la première source d'énergie du monde pour les Rastas, c'est l'amour. Parce que c'est la seule force qui peut permettre à quelqu'un qu'on disait handicapé de se lever et de marcher. Et donc, face à toute l'oppression que subissent les Rastas, on n'a qu'un seul, mot, c'est l'amour. L'amour est au début et à la fin de tout. C'est l'amour qui fait que aujourd'hui, notre monde continue de tourner. Et comme le disait Bob Marley, si ceux qui cherchent à faire du mal n'ont aucun répit, ceux qui cherchent à faire du bien ne doivent pas en avoir. C'est au nom de cela que vous verrez les Rastas toujours le pied à l'étrier. L'amour fait le monde, l'amour construit le monde. Alors, Kadim, quelle promotion vous faites en ce moment pour votre album? Vous avez plus de 7 albums à votre actif. Alors, pour le dernier, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Actuellement, je viens de rentrer d'une tournée et je m'apprête à aller à Dakar pour justement tourner une nouvelle vidéo de cet album. Et comme je ne suis pas que dans la musique, je travaille à la rédaction d'un recueil de nouvelles et d'un roman. Voilà. D'accord. Alors, lequel des morceaux de Bob Marley vous aimez le plus, Kadim? C'est une chanson que j'écoutais alors que je ne comprenais pas un seul mot d'anglais. C'est No Woman No Cry. Je ne comprenais pas un seul mot d'anglais, mais cette chanson me touchait. Et ça continue de vous toucher encore. Et c'est au nom de cela que pour moi, c'est vraiment la chanson suprême. Et justement, avec plaisir, nous allons vous proposer cette chanson ainsi qu'aux téléspectateurs No Woman, No Cry de Bob Marley pour refermer ce journal. Bob Marley, symbole de la musique à travers le monde, a vendu, je rappelle, plus de 200 millions d'albums. Allez, on se quitte en chanson. Merci de nous avoir suivis. Merci.